En 1924 disparaît l'Empire ottoman et avec lui le dernier califat islamique. Le cadre territorial, politique et religieux régi par la loi islamique qui pendant 14 siècles a rassemblé la communauté des musulmans. Les empires coloniaux achèvent de se partager son territoire. C'est dans ce contexte, celui d'une dilution de l'identité arabo-musulmane dans la modernité occidentale, qu'un jeune enseignant crée en 1928 la confrérie des frères musulmans. Il s'appelle Hassan al-Banna. Pour en savoir plus à son sujet, j'interroge Toufik Aklimandos, un islamologue franco-égyptien, sans doute le meilleur spécialiste des frères musulmans. Hassan al-Banna est né en 1906 dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale du Delta. Et Hassan al-Banna va être à la fois un horloger, un monsieur ayant une profonde admiration et aussi beaucoup de critiques vis-à-vis du soufisme, un salafiste ou un partisan de la méthode salafiste. Les salafistes s'inspirent de l'intégrité et du mode de vie des salafs, les premiers disciples du prophète Mohammed. Ils s'appuient sur une lecture fondamentaliste du Coran. L'Égypte demeure sous le joug de l'Empire britannique, qui exerce encore son contrôle sur le canal de Suez, la politique et l'armée. Mahmoud Rozlan, le porte-parole officiel de la confrérie que je rencontre au bureau de la guidance au Caire, m'explique comment son mouvement est né du besoin de se libérer de l'impérialisme occidental. Nasser intègre les frères musulmans dans les instances révolutionnaires issues du coup d'État, en même temps qu'il débauche ses cadres pour affaiblir l'organisation islamiste. Mohamed Mehdi Akef était de ceux-là, dans une banlieue résidentielle du Caire. Quand Abdel Nasser a créé son parti politique, il m'a invité à faire partie de ses fondateurs. J'ai refusé parce que je fais partie des frères musulmans et que j'avais beaucoup de travail au sein de la confrérie. Le conflit entre nous et Nasser a perduré jusqu'à la soi-disant tentative d'assassinat d'Abdel Nasser au mois d'octobre à Alexandrie. Le 26 octobre 1954 à Alexandrie, alors qu'il prononce un discours radiodiffusé. Il a donc organisé cette comédie où aucun mal ne lui arriva. Et il commença l'oppression des frères, exécutant 6 de leurs chefs. L'imam al-Banna a donc voulu faire comprendre aux gens la réalité de l'islam. Grâce à son prosélytisme, prêche, création d'écoles, d'organismes d'entraide ou d'associations sportives, la confrérie se développe rapidement dans le monde arabe. Quelques mois plus tard, le 12 février 1949, c'est le fondateur de la confrérie, Hassan al-Banna, qui est abattu par la police secrète du régime. Avec la mort de leur chef, un officier de l'armée égyptienne, le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser. À la tête d'un groupe de militaires séditieux, les officiers libres, Gamal Abdel Nasser a mené son putsch avec l'aval des frères musulmans, puisque Gamal Abdel Nasser était membre de la confrérie. Parmi eux se trouve l'intellectuel de premier plan de la confrérie. Son nom, Saïd Qutb. Depuis le début de mon enquête, ce nom je l'ai partout entendu. Un nom qui sent le soufre. Les œuvres de cet écrivain islamiste étaient encore interdites sous Moubarak. En 1948, Saïd Qutb part étudier dans une université du Colorado. Il y restera près de 2 ans. Scandalisé par le mode de vie occidental, l'individualisme et l'indécence des femmes américaines, il se plonge dans les textes islamiques. Quand il rentre en Égypte, Qutb intègre la confrérie des frères musulmans
et devient en peu de temps sa principale figure intellectuelle. Il radicalise la pensée du fondateur Hassan al-Banna et légitime le djihad offensif pour imposer le règne de l'islam. En 1965, pour le faire taire, Nasser jette Qutb et ses partisans en prison. Tous sont torturés. Qutb, qui a purgé 10 ans de travaux forcés, venait à peine de recouvrer la liberté. Se joue alors entre les deux hommes un bras de fer dont le vainqueur n'est pas nécessairement celui qu'on croit. Maniant la carotte et le bâton, le Raïs tente de rallier l'intellectuel de la confrérie. Il lui propose de devenir son ministre de l'Éducation. Qutb refuse. C'est le statu quo. Pour en sortir, Nasser l'accuse de fomenter un coup d'État et le traîne devant un tribunal militaire. À l'issue d'une parodie de procès, Qutb est condamné à mort. Mais la partie n'est pas encore finie. Le Raïs sait que l'homme fort de la confrérie peut se révéler plus puissant mort que vivant. C'est pourquoi il lui accorde une ultime porte de sortie. Quand peu de temps avant son exécution, la sœur de Qutb lui rend visite dans sa cellule. Elle lui assure que s'il fait appel, il aura la vie sauve. Mes mots seront plus forts si je meurs, répond Qutb. Nasser n'a plus d'autre choix que de le faire exécuter. Mohamed Mehdi Akef, qui a bien connu Saïd Qutb dont il était le disciple, se réclame encore aujourd'hui de son exemple. Gloire à Dieu. Saïd Qutb est mort en martyr, chez son Dieu, opprimé parce qu'il avait écrit jalon sur la rue. Mais immédiatement après sa publication, le livre a été interdit. Et Saïd Qutb, condamné à mort. Que Dieu le classe parmi les justes. Oui, Saïd Qutb est un grand homme. Les gens l'aiment. Et ses livres ont été traduits dans toutes les langues du monde. Grâce à Dieu. Regardez le monde musulman, les populations du monde islamique. Malgré leur pauvreté, l'oppression de leurs dirigeants, elles conservent leur religion, leurs croyances, leurs valeurs, face à l'Amérique, face à l'Union européenne, face aux sionistes et à tous les comploteurs contre l'islam. Grâce à Dieu, je vous remercie pour cette rencontre et je souhaite que Dieu vous aide à transmettre notre message au monde entier. Et nous demandons à Dieu pour nous et pour vous de rester en bonne santé.